Le 2 janvier 1935, un jeune homme s'est rendu dans un hôtel à Kansas City, dans le Missouri, et a demandé une chambre donnant sur une cour plutôt que sur la rue. Ses seules affaires, une brosse à cheveux, un peigne et du dentifrice, le tout dans les poches de son pardessus noir. Quelques jours après son arrivée, cet étrange client à l'attitude encore plus étrange a connu une fin tragique et sanglante, dans des circonstances obscures et inexplicables. Plongé dans le mystère de la chambre 1046, une affaire de meurtre qui fascine depuis plusieurs décennies, dans ce nouvel épisode de Creepy Facts. Le 2 janvier 1935, en début d'après-midi, un jeune homme semblant avoir dans la vingtaine est entré dans l'hôtel Président, situé à Kansas City, dans le Missouri. Se présentant en tant que Rollo Owen de Los Angeles, il a demandé une chambre donnant spécifiquement sur une cour et non pas sur la rue, dans l'un des derniers étages, puis a payé pour la nuit. Étrangement, il n'avait aucun sac ni bagage avec lui, ce qui a tout de suite retenu l'attention du personnel. Le jeune homme était bien habillé, portait un pardessus noir et avait une cicatrice visible sur sa tempe. En plus de sa cicatrice, il avait aussi une oreille en chou-fleur. Le personnel de l'hôtel a donc supposé que ce devait être un boxeur ou un lutteur professionnel. Un bagagiste, du nom de Randolph Probst, a accompagné Owen dans l'ascenseur jusqu'au 10e étage. Dans la cabine, ce dernier a dit à Probst qu'il avait passé la nuit précédente dans un autre hôtel à proximité, et s'est plaint du coup de la chambre qu'il avait trouvée bien trop élevée. Probst lui a ouvert la porte de la chambre 1046, qui, selon la requête d'Owen, donnait sur la cour intérieure de l'hôtel. Le bagagiste a observé le jeune homme sortir des poches de son pardessus une brosse à cheveux, un peigne et du dentifrice, qui constituait l'unique bagage qu'il avait sur lui. Les deux hommes sont ensuite sortis de la chambre, et après avoir pris la clé que lui tendait l'employé, Owen a quitté l'hôtel. Le reste de la journée s'est passé normalement, jusqu'à ce qu'une femme de chambre, du nom de Mary Soptic, arrive à l'hôtel pour commencer son travail. La chambre 1046 faisait partie de sa tournée, et lorsqu'elle y est entrée, elle a été surprise de trouver Owen à l'intérieur. Il était immobile, assis silencieusement dans la pénombre. Les volets étaient fermés et il n'y avait qu'une seule lampe d'allumée, qui émettait une lumière tamisée. Soptic s'est excusé de son intrusion, mais Owen lui a dit qu'elle pouvait nettoyer la chambre malgré sa présence, ce qu'elle a fait. Après quelques minutes, le jeune homme s'est levé, s'est brossé les cheveux, puis a quitté la pièce, demandant à la femme de chambre de ne pas verrouiller la porte derrière elle, parce que des amis à lui allaient arriver sous peu. Soptic s'est exécuté, et vers 16h, elle est retournée dans la chambre 1046 pour y mettre des serviettes fraîchement lavées. De nouveau, la pièce était plongée dans la pénombre. Owen était de retour, allongé sur le lit, entièrement habillé et parfaitement immobile. La lumière du couloir éclairant suffisamment la pièce, elle a remarqué une note sur la table de chevet qui disait « Donne, je serai de retour dans 15 minutes. Attends ». Le comportement étrange du jeune homme l'a interpellée, mais elle était loin de se douter que ce n'était que le début de l'étrangeté qui allait atteindre son paroxysme dans les jours à venir. Le lendemain matin, vers 10h30, Soptic est retourné dans la chambre 1046. La porte était verrouillée, ce qui lui a fait supposer qu'Owen était sorti, car la porte ne pouvait se verrouiller que de l'extérieur. Mais lorsqu'elle l'a ouverte avec sa propre clé, Owen était bien présent à l'intérieur, assis dans la pénombre au même endroit et dans la même position que la veille. Quelqu'un l'avait donc enfermé dans sa chambre de l'extérieur. Le téléphone de la chambre a sonné au même moment, et elle a entendu répondre « Non, Don, je ne veux pas manger. Je n'ai pas faim, je viens de prendre mon petit déjeuner. Non, je n'ai pas faim. » Puis, tenant toujours le téléphone, il s'est tourné vers elle et lui a demandé si elle était responsable de tout l'étage, et si l'hôtel était une résidence. Elle a répondu à ses questions. Elle a écouté se plaindre à nouveau du prix exorbitant de l'hôtel voisin. Mal à l'aise, elle s'est dépêchée de finir son nettoyage, puis a quitté la chambre. À 16h, comme la veille, elle est revenue dans la chambre pour y mettre des serviettes propres. En arrivant au niveau de la porte, elle a entendu deux hommes discuter. Elle a donc frappé à la porte. Une voix grave qui n'était pas celle d'Owen a demandé qui était-ce, et Soptic a répondu qu'elle ramenait des serviettes propres. Ce à quoi la voix a répondu « Nous n'en avons pas besoin ». Ce jour-là, plusieurs personnes ont remarqué une activité inhabituelle au 10e étage de l'hôtel Président. Une femme de nom de Jean Owen, qui n'avait a priori aucun lien avec Roland Owen, s'est installée dans la chambre 1048 pour la nuit. Son petit ami est venu lui rendre visite pendant 2 heures. Cette nuit-là, elle a signalé avoir entendu des hommes et des femmes parler grossièrement, à voix très haute, dans tout le 10e étage. D'un autre côté, le liftier de garde cette nuit-là, du nom de Charles Blocher, a également remarqué un étrange pic d'activité après 1h du matin.
plusieurs personnes sont montées au 10e étage, dont une femme qui semblait être une prostituée. Rien ne prouvait que ces activités étaient liées à Roland Owen, mais elles étaient suffisamment étranges pour que les employés le supposent. À 7 heures du matin le lendemain, une nouvelle standardiste du nom de Della Ferguson est entrée en service et se préparait à passer un appel de réveil à la chambre 1046, demandé par le client, lorsqu'il a remarqué une lumière indiquant que le téléphone de la chambre était décroché. Probst, le bagagiste qui avait conduit Owen à sa chambre 2 jours plus tôt, était en service, et il s'est rendu dans la chambre 1046 pour régler le souci. En arrivant au niveau de la porte, il a vu qu'elle était verrouillée et qu'une pancarte « Ne pas déranger » était accrochée à la poignée. Il a malgré tout frappé, et une voix à l'intérieur lui a dit d'entrer, ce qu'il ne pouvait pas faire étant donné que la porte était verrouillée. Après avoir frappé à nouveau, la même voix lui a dit d'allumer les lumières, mais il ne pouvait toujours pas entrer. Finalement, Probst s'est contenté de crier à travers la porte de raccrocher le téléphone, puis il est parti. Il a prévenu la standardiste que le client de la chambre 1046 était probablement ivre, et qu'elle devrait patienter une autre heure. Mais à 8h30, le téléphone était toujours décroché. Cette fois-ci, c'est un autre bagagiste du nom de Harold Pike qui a été envoyé au 10e étage. La pancarte « Ne pas déranger » était toujours là, et la porte était toujours verrouillée. Mais Pike avait pensé à prendre une clé avec lui, et a pu entrer. À l'intérieur, il a trouvé Owen dans le noir, allongé nu sur le lit, apparemment bien ivre. La lumière du couloir laissait deviner des taches sombres sur le lit, mais ne voulant pas déranger le client, Pike n'a pas allumé les lumières pour les examiner, et s'est directement dirigé vers le téléphone pour le raccrocher. Il a découvert qu'il était tombé au sol. Il l'a donc remis en place et s'est dépêché de quitter la pièce. Vers 10h30, la standardiste a de nouveau signalé que le téléphone de la chambre 1046 était décroché. Probst, le premier bagagiste, y est donc retourné muni d'une clé pour voir ce qui se passait. La pancarte « Ne pas déranger » était toujours en place, et après plusieurs coups restés sans réponse, il a utilisé sa clé pour entrer. À sa grande surprise, il a trouvé Owen à 4 pattes sur le sol, la tête ensanglantée. Lorsqu'il a allumé les lumières, il a révélé un bain de sang qui lui a retourné l'estomac. Les murs étaient couverts de traînées rouges, et le lit était tellement trempé de sang qu'une flaque s'était formée à la surface. Horrifié, Probst est immédiatement redescendu pour chercher de l'aide, revenant quelques minutes plus tard accompagné du directeur adjoint de l'hôtel. Mais ils n'ont réussi à ouvrir la porte que de quelques centimètres, car entre-temps, Owen s'était effondré au sol, la bloquant de son corps. Il a fini par se relever après quelques instants, et les deux employés ont enfin pu entrer pour lui porter secours. Le directeur adjoint a appelé la police, qui a été rejointe par le docteur Harold Flanders de l'hôpital général de Kansas City. Son examen a révélé que le jeune Owen était en très mauvais état. Il avait été ligoté avec une corde autour de son cou, ses poignets et ses chevilles. Son cou portait des ecchymoses importantes, suggérant que quelqu'un avait essayé de l'étrangler. Il avait été poignardé à plusieurs reprises dans la poitrine, juste au-dessus du cœur, et l'une de ses blessures avait perforé son poumon. Des coups portés à sa tête lui avaient fracturé le côté droit du crâne. Le docteur Flanders a défait ses liens et a demandé au jeune homme qui lui avait fait ça. Personne, il a répondu. Le docteur lui a alors demandé ce qu'il avait mis dans cet état. Il a répondu qu'il était tombé et qu'il s'était cogné la tête contre le rebord de la baignoire. Le docteur lui a demandé s'il avait essayé de mettre fin à ses jours. Et juste après avoir répondu non, Owen a perdu connaissance. Il a immédiatement été emmené à l'hôpital, mais il n'a jamais repris conscience. Il a succombé à ses blessures peu après minuit, le 5 janvier 1935. Le département de police de Kansas City a immédiatement commencé l'enquête, mais leur investigation a soulevé plus de questions qu'elle n'a apporté de réponses. Ils ont d'abord interrogé Jean Owen, dont le nom de famille est identique à celui de la victime, et sa proximité avec cette dernière les a intrigués. C'est pendant cet interrogatoire qu'elle leur a répété ce qu'elle avait entendu la nuit du 3 janvier. Son petit ami a corroboré sa version, et la police a fini par la relâcher, faute de preuves et de réels liens avec la victime. En examinant la scène du crime, ils ont découvert qu'une grande partie du sang était séchée, indiquant que le crime avait eu lieu entre 4 et 5 heures du matin, le 4 janvier. Il n'y avait aucun vêtement dans les tiroirs, et il n'y avait ni savon, ni shampoing, ni aucune des serviettes fournies par l'hôtel dans la chambre. Il n'y avait pas non plus de couteau, ni aucun objet tranchant qui aurait pu servir d'arme du crime, ce qui a confirmé aux enquêteurs que les blessures d'Owen n'auraient pas pu être causées par une tentative de suicide. Les cordes qui le maintenaient lorsque les employés de l'hôtel l'avaient trouvé appuyaient également cette hypothèse. Les seuls autres objets trouvés dans la pièce étaient 2 verres, l'un dans l'évier abîmé et l'autre sur une étagère, ainsi qu'une épingle à cheveux, une épingle à nourrice, une cigarette non fumée et une bouteille pleine d'acide sulfurique dilué. 4 empreintes, suffisamment petites pour que les enquêteurs pensent qu'il s'agisse de celles d'une femme, ont été retrouvées sur le téléphone de la chambre, et après examen, il s'est avéré qu'elles n'appartenaient ni à Owen, ni à aucun employé de l'hôtel. La scène de crime n'était cependant pas le seul point déroutant de l'affaire.
Lorsque les enquêteurs avaient contacté la police de Los Angeles, où l'homme avait dit résider pour qu'il contacte sa famille, ils ont découvert qu'il n'y avait aucun Roland Owen vivant en Californie à ce moment-là. Il est vite devenu évident que le nom était un alias, et que l'homme dans la chambre 1046 n'était pas celui qu'il prétendait être. N'ayant pas d'autres pistes, la police a demandé de l'aide par l'intermédiaire de la presse. Plusieurs appels avec des tuyaux en ont résulté, mais aucun n'a mené à quoi que ce soit de concret. En l'absence de nouvelles pistes, l'affaire a peu à peu commencé à être mise de côté, jusqu'au 3 mars 1935. C'était le jour où le jeune homme inconnu devait être enterré, après être resté plus de 2 mois à la morgue sans parvenir à être identifié. Dans une ultime tentative d'informer les proches de la victime, la ville a publié dans les journaux les détails de son enterrement, ce qui a donné lieu à un appel téléphonique sinistre. L'interlocuteur ne s'est pas présenté, mais il a demandé à ce que les funérailles soient retardées pour qu'il puisse prendre ses dispositions et rassembler l'argent nécessaire pour que le corps soit enterré près de celui de sa sœur. Le directeur des pompes funèbres a accepté, en informant son interlocuteur mystère qu'il avait l'obligation de prévenir la police de son appel. L'homme ne semblait pas dérangé par cette idée, et lorsque le directeur lui a demandé s'il savait ce qui était arrivé à la jeune victime, il n'a pas hésité à lui donner plus de détails. Il a eu une liaison avec une femme alors qu'il était fiancé à une autre, il a répondu. Selon l'inconnu, lui-même, accompagné par les 2 femmes concernées, avait arrangé un rendez-vous avec le jeune homme, dans le but de se venger. Les hommes qui trompent finissent généralement par avoir ce qu'ils méritent, a finalement lancé l'inconnu avant de raccrocher. Les funérailles ont été reportées comme convenu, et le 23 mars, les pompes funèbres ont reçu une enveloppe qui contenait 25 $, l'équivalent de 500 $ aujourd'hui, glissée dans du papier journal, ce qui était suffisant pour couvrir les frais des funérailles. L'expéditeur était inconnu. 2 autres enveloppes contenant chacune 5 $ ont été envoyées à un fleuriste local, pour que des roses soient déposées sur la tombe du jeune homme, et un appel similaire a été passé aux commerçants. Les 2 appels avaient été émis à partir de téléphones publics. Avec l'argent se trouvait également un mot disant « Amour pour toujours, Louise ». Les enquêteurs ont tenté de retracer les appels et les lettres, mais sans succès. Peu de temps plus tard, les funérailles ont eu lieu, et en dehors d'une poignée de détectives et de policiers, personne ne s'est rendu sur la tombe pendant les semaines qui ont suivi. Après les funérailles, des photos de la victime ont continué de circuler dans tout le pays dans l'espoir de l'identifier. Finalement, ces images ont fini par arriver aux yeux d'une femme nommée Ruby Ogletree, résidant en Alabama, qui a tout de suite reconnu son fils. Elle a immédiatement contacté la police de Kansas City et a fourni suffisamment de détails concernant la victime pour qu'elle soit officiellement identifiée comme son fils, Artemus Ogletree. Mais le récit de la mère a soulevé plus de questions qu'il n'a apporté de réponses. En effet, Ruby avait reçu plusieurs lettres soi-disant de son fils, après son décès. La première, reçue début 1935, avait immédiatement éveillé ses soupçons parce qu'elle était dactylographiée, ce qu'Artemus ne savait pas faire à sa connaissance. Elle est également écrite dans un style très familier avec beaucoup d'argot, qui ne collait pas à la façon de s'exprimer de son fils. En mai 1935, elle a reçu une autre lettre de lui disant qu'il allait en Europe, suivie par une deuxième disant que son navire partait le jour même. Ces 2 missives avaient été envoyées de New York. Puis, 3 mois plus tard, en août, Ruby a reçu un appel téléphonique en provenance de Memphis, au Tennessee. L'homme au bout du fil lui a dit qu'Artemus lui avait sauvé la vie pendant une bagarre, et qu'il ne pouvait pas appeler lui-même parce qu'il vivait désormais en Égypte, où il avait épousé une femme riche. Il a aussi ajouté qu'Artemus n'était pas non plus capable d'écrire, parce qu'il avait perdu un de ses pouces dans la bagarre où il l'avait sauvé. Ruby a discuté avec cet homme étrange pendant une demi-heure, et se souvenait qu'il parlait d'une manière extravagante et irrationnelle, mais qui semblait connaître personnellement son fils au vu des détails qu'il lui avait fournis. Elle a donné le nom de l'homme à la police, mais il n'a jamais été rendu public. Ces affirmations n'ont en revanche pas pu être prouvées, car aucune compagnie de navires n'avait de traces d'un Artemus Ogletree dans ses archives. S'il était réellement allé à l'étranger, il l'avait fait sous un faux nom. À ce jour, les questions autour de ce mystère restent sans réponse. Aucun suspect n'a jamais été identifié, et aucun meurtrier n'a été traduit en justice. Un certain nombre de théories ont cependant vu le jour, alimentées par la presse. La principale est qu'Ogletree aurait été tué par vengeance pour son infidélité. Théorie appuyée par le mystérieux appel téléphonique et les lettres reçues au moment des funérailles. Le crime organisé a également été envisagé, puisque le nom Don aurait pu être un titre pour un patron de la mafia, mais jamais rien n'a été trouvé pour appuyer cette théorie. Finalement, sans nouvelles preuves pour poursuivre l'enquête, l'affaire a été classée sans suite, et le mystère demeure à ce jour entier. Voici qui conclut cette vidéo sur le mystère de la chambre 1046. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire, et à me partager vos théories sur ce qui aurait bien pu arriver à Artemus Ogletree. J'ai hâte de vous lire. À bientôt.